beaucoup d'être là ce matin pour cette nouvelle webconférence. Euh, Nous allons démarrer, il est 11h29, nous allons démarrer dans moins d'une minute la présentation. En démarrant pile à l'heure, ça va permettre à tout le monde, à tous les participants nombreux de démarrer complètement cette présentation. Voilà, il est 11h30. Donc, je vous présente Patrick Zitscher qui accompagne les entreprises depuis plus de 30 ans dans la conduite du changement et dans le cadre de la transformation digitale, mais surtout également dans la refonte des systèmes d'information et des réorganisations qui en découlent. Nous avons eu une première conférence il y a un peu plus d'un mois qui a été absolument passionnante. Patrick préfère que vous posiez vos questions au fil de l'eau, mais il répondra à la fin. Donc maintenant, je lui laisse la parole pour découvrir tout son savoir sur ce domaine de la conduite du changement. Merci Stéphane. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous propose, dans le cadre d'un accompagnement au changement et de cette présentation, de prendre comme exemple l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup en ce moment. Il y a beaucoup d'entreprises, il y a à peu près au moins un tiers, si ce n'est 2 tiers des entreprises qui ont mené des projets expérimentaux sur ce domaine. Et ça peut faire l'objet justement d'une mise en application dans le cadre d'un accompagnement au changement. Donc, je vous propose de faire cette présentation sur cette thématique. Allez, rapidement, on va voir comment le contexte économique de l'intelligence artificielle. Il faut déjà poser le décor sur les changements à venir. On va voir quels sont les métiers qui peuvent être impactés, la performance de l'entreprise qui peut être impactée. On va voir en termes de management, en termes de ressources humaines, ce que ça peut donner. Et puis après, quand on aura posé le décor, eh bien, rapidement, on fera un tour sur les fondamentaux de l'accompagnement au changement et comment on peut traiter des transformations qui vont être induites par l'intelligence artificielle notamment, qui vont vraisemblablement générer des résistances au changement, qui vont devoir faire appel à des dispositifs d'accompagnement au changement, sachant qu'un des dispositifs le plus important, ce sont les managers au sein des entreprises qui vont devoir gérer tout ça. Et puis on verra que, en réalité, il faut qu'un projet d'accompagnement au changement commence par une analyse d'impact et on en discutera de manière beaucoup plus détaillée. Donc voici le programme que je vous propose de parcourir. Je vais faire assez rapide sur la partie intelligence artificielle, mais n'empêche que c'est important pour dresser vraiment le décor. Donc, l'aspect contexte économique. C'est clair qu'aujourd'hui, la plupart des pays, déjà, la plupart des entreprises dans ces pays, il y a eu des études de fait, il y a un rapport tout récent qui est sorti sur ce sujet, et bien, a montré que dans ces 25 pays, l'intelligence artificielle commençait à prendre énormément d'importance. Pourquoi ? Tout simplement parce que la plupart des dirigeants se sont rendus compte que ça pouvait développer de nouveaux pouvoirs, que ce soit au sein d'une entreprise, que de la pratique, de nos pratiques à titre personnel, privé, qu'au niveau d'un État. Et donc, l'intelligence artificielle il y a une prise de conscience sur le fait que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de très, très important. Et du coup, ça génère au niveau des entreprises, y compris des gouvernements, des investissements massifs sur ce sujet. L'application qui est la plus utilisée aujourd'hui parce qu'elle marche très, très bien, c'est notamment tout ce qui touche au machine learning,
Et le machine learning, c'est essentiellement constitué par des applications de reconnaissance d'image, voire de reconnaissance de la parole. Et heureusement ou malheureusement, chacun se positionnera par rapport à ce que je vais vous dire, eh bien, c'est que, notamment en matière de reconnaissance d'image, les applications de machine learning sont en train de dépasser largement les capacités humaines, y compris au niveau linguistique. Et donc, ça pose énormément de questions. C'est ce qui explique aussi que les pays investissent énormément, les entreprises, la plupart des entreprises importantes investissent énormément. C'est en Chine qu'il y a des applications les plus en pointe, vous le savez. Tout le monde parle de ces systèmes de reconnaissance en Chine, où là, les choses ont dépassé un petit peu les aspects éthiques de notre vie. Et donc, c'est en Chine que ces applications sont les plus utilisées. Mais ne croyez pas, en Europe, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, ces applications sont énormément utilisées, pas forcément pour surveiller une population, mais pour faire en sorte, on va le voir, que les entreprises soient plus performantes ou que les appareils étatiques soient plus performants. Et aujourd'hui, il faut bien reconnaître que tout ce qui concerne l'imagerie par ordinateur, tout ce qui concerne le langage naturel, se rapproche de plus en plus de la performance humaine, de nos propres performances en matière par rapport à notre système visuel ou de notre système du langage. Les machines en intelligence artificielle se rapprochent de ces performances, à prendre en compte, bien évidemment. Et de surcroît, comme beaucoup de techno, au fur et à mesure, c'est comme, vous savez, c'est comme les capacités de mémoire, les capacités CPU, plus les choses ont avancé dans le temps, plus le coût des mémoires, le coût des CPU ont baissé. Et c'est la même chose au niveau de l'intelligence artificielle, notamment dans le cadre de la robotique. Attention, la robotique, ce n'est pas l'intelligence artificielle. La robotique, en tout cas un robot, c'est bien plus que ça, sachant que ça a besoin d'applications en intelligence artificielle pour faire ce que doit faire un robot. Et ça coûte de moins en moins cher. C'est quasiment divisé, les coûts sont divisés par 4 en l'espace de 5 ans, 6 ans. Donc, non seulement la performance de ces applications est en train de dépasser les hommes, mais en plus, ça commence à coûter de moins en moins cher. Donc, c'est à noter, bien évidemment. Bon, cependant, au niveau éthique, il y a des biais. Des biais en matière de reconnaissance faciale, des biais, par exemple, quand on fait de la reconnaissance de CV, donc le filtrage des CV engendre des biais, tout ce qui est jurisprudence, toutes les applications tournant autour de la santé rencontrent des biais parce que, je vais vous livrer un secret, l'intelligence artificielle est encore maîtrisée et faite par des gens qui sont là pour développer ces applications. Et ces gens, ce sont des êtres humains qui sont loin d'être artificiels. C'est des gens en chair et en os avec des neurones sympathiques, bien constitués, qui font que tout ça existe. Sauf que, comme c'est l'homme qui fait ces applications en intelligence artificielle, eh bien, il entraîne des biais, ses propres biais cognitifs. D'accord ? Donc, il y a de plus en plus de systèmes qui sont mis en place pour détecter et corriger ces biais de manière à ce que ces applications soient le plus éthiques possible. Les choses s'améliorent, on va dire progressivement, mais elles s'améliorent à coup sûr. Personne n'aurait, en tout cas très peu d'entreprises, très peu de gens auraient intérêt à mettre en place des systèmes bourrés de biais, des biais de type racial, etc., ou de religion, etc. Donc, c'est pas à quelques exceptions près, ce n'est pas une vague de fond, ce problème d'éthique. Au contraire, les gens essayent de lutter contre.
Bon, et c'est vrai que les applications en matière de biais, eh bien, les choses sont beaucoup plus sensibles quand il s'agit de mettre en place des applications d'intelligence artificielle dans le domaine de la santé, par exemple. Hein, vous imaginez entraîner des problèmes éthiques dans le domaine de la santé, ça serait relativement grave, ou aujourd'hui pour essayer de mettre en place des applications qui permettent de lutter contre tous les problèmes climatiques, écologiques d'aujourd'hui. Il n'empêche que c'est dans ces domaines que ces applications sont de plus en plus utilisées et trouvent leur vocation. Sachant que vous pouvez voir en l'espace d'un an, hein, les investissements ont été doublés en l'espace d'un an. Aujourd'hui, allez, on va dire il y a un an, il y a 93 milliards de dollars qui ont été investis dans ces applications hein, à base d'intelligence artificielle. Et quand on regarde la part entre les États-Unis, la Chine et l'Europe, vous voyez, les États-Unis ont investi sur ces 93 milliards, on va dire 52 milliards, quand la Chine a investi 17 milliards et l'Europe 6 milliards. Je n'ai pas dit la France, j'ai dit uniquement l'Europe. 6 milliards. Donc, très en deçà des principaux concurrents que sont les États-Unis et la Chine. Donc, il y a des problèmes aussi de stratégie géopolitique en la matière. Et on va le voir, ça a des impacts. Enfin, ces applications sont tellement bénéficiaires et font gagner tellement de choses que, du coup, il y a un problème géopolitique. Hein. Donc l'intelligence artificielle, ça va bien au-delà de nos vies, de nos entreprises, de notre pays. Hein. C'est vraiment un enjeu, je dirais, pour les 10 prochaines années. Hein. C'est déjà un enjeu aujourd'hui, mais c'est un enjeu pour les 10 prochaines années. Et puis, les investissements publics, la France a un programme en intelligence artificielle qui a été développé notamment par Cédric Villani et il faut arriver à le mettre en œuvre à tout prix hein, si on ne veut pas se faire dépasser par les États-Unis ou la Chine en la matière. Bien, alors forcément ça a des répercussions hein, sur les aspects politiques, sociaux, hein, c'est évident, d'éthique, et donc la Commission européenne a été chargée d'édicter des lois de plus en plus nombreuses. Aujourd'hui, vous voyez, il y a des dizaines, voire des vingtaines de nouvelles lois qui essayent de réguler cet aspect d'application d'intelligence artificielle pour permettre de cadrer un certain nombre d'entreprises et d'utilisation de cas d'usage, tout simplement. Donc, il y a aussi un problème politique et de gouvernance hein, de ces systèmes, et il ne faut pas se le cacher. Alors, du coup, oui, selon les études faites par Accenture, vous voyez, il y a des nouveaux facteurs de production qui apparaissent. C'est vrai qu'on compte beaucoup sur l'intelligence artificielle pour générer des nouvelles sources de croissance, voire carrément développer des nouvelles offres, des nouveaux produits, changer la façon de travailler de l'ensemble des collaborateurs, des managers et des dirigeants. Et du coup, ça permet éventuellement de pouvoir se dire que ces nouvelles applications peuvent renforcer le rôle des salariés, notamment dans la croissance des entreprises, tout simplement parce que on va le voir, les salariés vont avoir leur mot à dire dans l'utilisation de ces nouvelles applications qui nécessitent de modifier la nature du travail, de notre travail au sein d'une entreprise. Oui, il y a des études faites hein, qui permettent déjà d'extrapoler sur le fait que ces applications pourraient multiplier par 2 les taux de croissance, au moins dans une dizaine de pays, et dont la France, d'ici, on va dire, d'ici 12-13 ans. 12-13 ans, c'est quasiment demain. Donc oui, il va y avoir de la croissance qui va arriver éventuellement, mais pour ça nécessite de modifier la nature de notre travail et surtout
de modifier notre relation avec les machines. Autrement dit, il va y avoir un changement radical de relationnel entre l'homme et la machine. Vous allez voir, ça peut être étonnant la façon dont on va utiliser ces machines. Attention, hein, ce n'est pas forcément des robots. Ça peut être des applications comme la domotique, par exemple. Ça peut être des applications de prédiction de revenus, de prédiction de génération de chiffre d'affaires dans tel pays, à telle époque et dans telle ville et dans tel magasin. Donc ça peut amener vraiment à énormément perturber ces travaux que l'on mène, et puis surtout cette relation avec la machine qui va permettre d'être finalement une sorte de collaborateur augmenté, hein, qui va permettre d'augmenter l'efficacité du travail des collaborateurs. Et vous voyez, il y a des études qui prévoient carrément que cette augmentation serait de près de 40%, voire 20% en France. Donc ce n'est pas négligeable du tout. Et forcément, l'être humain va faire en sorte que ça se passe de cette façon. Donc il va faire en sorte que tout ça marche, tout ça arrive à faire des gains aussi énormes en matière de travail au sein des entreprises, fait que l'intelligence artificielle va être une technologie qui est devenue et va continuer à être incontournable. Je ne vois pas, je suis désolé, vous pouvez, mesdames, messieurs, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, je le conçois tout à fait, je n'ai aucun problème avec ça. Mais force est de constater que c'est une technologie qui ne peut pas être écartée. Parce que trop de gains en jeu, trop d'enjeux également au niveau planétaire pour les pays. Et c'est vrai que ça va devenir une application incontournable, une technologie incontournable, cependant elle a des inconvénients. Elle a des inconvénients aujourd'hui, et je pense que malgré toutes les recherches qui sont faites pour atténuer ces inconvénients, il y en aura toujours un petit peu au fur et à mesure que les choses vont essayer de se régler par la législation, par les problèmes sociaux que ça va engendrer au sein des entreprises, etc. Bien. Donc, première chose, vous voyez, ça devient, l'intelligence artificielle, en tout cas cette technologie devient, ou en tout cas serait susceptible d'être fortement incontournable. Alors maintenant, de quoi on parle encore plus précisément? En fin de compte, vous avez, en termes de croissance, grâce à ces applications, vous avez 3 leviers. Ces applications, elles permettent de réaliser des tâches diverses et variées, déjà. Que ce soit dans des domaines comme le métier des avocats, des chirurgiens, des vendeurs, des commerciaux, des gens du marketing, quand on fait de la prédiction de vente, par exemple, que ce soit dans le domaine des transports, de l'automobile, ça va vraiment changer nos tâches. 1. 2, ça va permettre ces applications vont permettre de faire en sorte que les nouvelles applications vont pouvoir s'adapter comme nous savons le faire. Et 3e point, c'est ces machines-là. Alors, je vous demande juste un tout petit bémol quand je vais vous dire, eh bien, ce sont des machines qui vont de plus en plus apprendre de leur expérience. Attention,
les applications d'intelligence artificielle n'apprennent pas grand-chose. La seule chose qu'elles apprennent, c'est de leurs erreurs. Elles savent s'auto-corriger, mais disons qu'elles n'apprennent pas comme nous apprenons depuis des décennies et depuis qu'on est né. Non, en fin de compte, ce sont des mécanismes basés sur des modèles mathématiques avec à la sortie une vérification du taux d'erreur grâce à des fonctions mathématiques. Et ces fonctions mathématiques permettent d'auto-corriger les modèles mathématiques qui traitent des images, par exemple, ou qui traitent des données diverses et variées. Il y a le son, et puis il y a aussi les données plus ou moins classiques, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone. Donc, vous voyez, déjà, les applications d'intelligence artificielle vont pouvoir effectuer quasiment toutes les tâches qu'un être humain sait faire. Elles vont pouvoir se rapprocher de nos capacités d'adaptation et, on va dire, entre guillemets, de notre capacité d'apprentissage. Je vous assure que quand on dit ça, on a l'impression que c'est la fin du monde. En réalité, ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a beaucoup de fantasmes derrière. En réalité, si on se revoit dans 10 ans ou dans 20 ans, j'aurai peut-être un tout autre discours, mais aujourd'hui, on n'en est qu'aux prémices de ces facultés de ces machines. En tout cas, une chose est sûre, c'est que face à des machines qui savent, je vais caricaturer, qui savent tout faire, qui savent s'adapter et qui savent apprendre, que voulez-vous qu'un être humain, et bien mieux qu'un être humain, que voulez-vous que nous, pauvres êtres humains sur cette planète, comment voulez-vous qu'on lutte contre ces machines? Donc oui, il y aura forcément, quel que soit le niveau de performance de ces machines, il y aura une relation, une collaboration qui va s'effectuer entre nous et la machine. Ça sera peut-être dans un début de collaboration, mais vous allez voir, on peut se poser la question, bien évidemment, d'aller au-delà de la collaboration avec la machine. Bien. En tout cas, c'est clair que ces machines, telles qu'elles sont aujourd'hui, si on enlève le côté fantasme et je raconte n'importe quoi dans les journaux, juste pour faire vendre, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans certains domaines, les machines nous dépassent et que nous, on va être obligés, êtres humains, on va être obligés de déplacer nos expertises vers encore plus de valeur ajoutée. Ça veut dire qu'on va devoir, vis-à-vis de cette relation homme-machine un peu particulière, ce sera plus nous qui feront exécuter des choses. Ce sera éventuellement des machines qui pourront, de façon, attention, pas encore, mais ce sera peut-être le cas un jour, mais qui prendront des initiatives de leur propre chef. Nous, on va devoir monter en compétences, monter en valeur ajoutée par rapport à nos métiers actuels. Et donc, ça fait énormément réfléchir. Le problème, c'est que, on va le voir, c'est la chose la plus difficile à faire. Autre point, c'est que, on est dans des phases d'innovation et que ces applications d'intelligence artificielle, finalement, elles boostent les innovations actuelles, notamment, si on prend la voiture autonome, et on pourrait prendre plein d'autres exemples, les actes de chirurgie peuvent se faire de façon tout à fait autonome. À bon entendeur, salut. Ça révolutionne aujourd'hui les cas d'usage, ça révolutionne les offres, les produits que l'on connaît encore aujourd'hui, et ça va le faire. Donc, quelque part, si la diffusion de ces innovations est poussée à l'extrême, oui, malgré le fait que beaucoup de gens disent que la voiture autonome n'existera pas,
ou sera impossible. Je suis désolé, mais il y a de fortes chances que d'ici une dizaine, voire une vingtaine d'années, on ait tous notre voiture autonome. Et ça commencera éventuellement par des offres de taxis autonomes ou des choses comme ça. Mais je vous assure que de plus en plus, les voitures sont de plus en plus fiables. Ceci dit, il y a des restrictions, hein, bien évidemment. Hein. Il y a des choses encore que la voiture autonome ne sait pas faire, notamment faire de la prédiction de ce qui se passe aux alentours de la voiture. Ça, c'est encore quelque chose. Autrement dit, ça veut dire quoi en termes clairs? Un enfant qui traverse la rue parce qu'il veut aller chercher son ballon, eh bien ça, une voiture autonome ne sait pas gérer. Cette situation-là, elle ne sait pas la gérer. Parce que situation aléatoire, non planifiable. Ça, cette situation, effectivement, reste parmi les événements qui sont difficilement gérables par une voiture autonome. Ne vous inquiétez pas, les centres de recherche travaillent sur ce sujet, mettront le temps qu'il faudra, mais un jour, ça arrivera. C'est juste un petit peu de patience et beaucoup de neurones qui vont devoir s'agiter dans la tête d'un certain nombre de personnes à travers la planète. Et alors, la première chose qu'on s'est dit, c'est oui, c'est une technologie incontournable, ça je vous l'ai dit, mais en plus, cette intelligence artificielle, elle a un potentiel de croissance qui est considérable. Alors, regardez, c'est Matt Purdy, hein, qui est directeur général au Centre de recherche économique d'Accenture, qui dit « L'intelligence artificielle possède un potentiel de croissance considérable pour l'économie comme pour les hommes. » Au niveau de l'économie, je ne remets pas en cause ce qu'il dit. Est-ce que l'intelligence est un potentiel de croissance pour les hommes? Moi, je pense qu'il faut y réfléchir. Donc, vous voyez, il faut savoir prendre du recul sur ce genre de nouvelles technologies et il faut bien analyser les choses pour que ça soit réellement le cas, que ce soit source de croissance pour les hommes et pas forcément quelque chose qui se retourne contre les hommes. Je laisse ce genre de sujet à votre sagacité. Alors, du coup, par rapport à ça, par rapport à tout ce qu'on a vu, l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle va être en assistance aux hommes? Est-ce qu'elle va remplacer l'homme dans son métier ou dans sa vie de tous les jours? Est-ce que ça va être une collaboration mutuelle entre la machine et l'homme? Ne faut-il pas prévoir des changements de métier et des pertes d'emploi? J'ai bien dit perte d'emploi, parce que je vois le verre à moitié vide. Bien sûr que le verre à moitié plein existe, et il y aura création d'emplois. Mais jusqu'à présent, tous les rapports le notent d'ailleurs, que la balance perte, suppression et création d'emplois va être en faveur de la création d'emplois. Oui, mais il faut juste prendre un petit peu de recul. En réalité, les gens ont une trouille bleue de l'intelligence artificielle sur ce thème-là. La plupart des gens, dans toutes les études qui sont menées, ont le réflexe de dire l'intelligence artificielle va me mener à la case chômage. On a tous, je pense, ce pressentiment, sauf quand on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne et quel va être l'objectif, notamment des dirigeants au niveau d'un pays, des dirigeants au niveau des entreprises et de nous-mêmes sur l'utilisation et la future utilisation de l'intelligence artificielle. Et il faut vraiment se poser très honnêtement toutes ces questions. Et c'est là où on va devoir se regarder au niveau des impacts ce qu'il en est, parce que c'est comme ça que on va commencer à mettre un pied sur les aspects accompagnement au changement. Les ressources humaines vont devoir prendre en charge ces problématiques et trouver des solutions pour arriver à bien gérer cette transformation des métiers, notamment.
par de l'accompagnement, de la formation et beaucoup d'explications. Et qui va être au centre de cette transformation? Il y a de fortes chances que ce soit le rôle des managers. Et ces managers ont vraiment la transformation des entreprises au niveau de leur responsabilité. C'est eux qui vont avoir cette responsabilité, cette charge. Il va falloir qu'ils deviennent même comme on dit, des managers augmentés. Alors, c'est un vrai sujet. Pourquoi? Tout simplement parce que, allez, rapidement, l'intelligence artificielle, c'est une technologie qui va avoir des impacts sur les processus pour les automatiser, donc les rendre performants. La technologie va avoir des impacts sur les ressources humaines, et donc il va falloir apprendre à utiliser de manière opérationnelle ces nouvelles technologies qui ne sont pas forcément simple à utiliser. En tout cas, ce n'est pas du tout de l'informatique classique, mais pas du tout. Les process vont avoir des impacts sur les ressources humaines et les ressources humaines vont avoir des impacts sur les process et réciproquement, tout simplement parce que ça va permettre d'augmenter la productivité des gens ainsi que la qualité du travail des collaborateurs. Donc, c'est un véritable bouleversement qui va se produire, qui est en train déjà de se produire, mais qui va se produire d'autant plus que les applications vont arriver et être utilisées par un maximum de personnes. La DRH est au centre de ces sujets-là. Il faut en plus très vite que cette DRH soit vigilant sur les nouveaux métiers qui vont arriver, sur le mal-être des gens par rapport à cette tous ces impacts qu'on vient de voir sur tous ces sujets-là. Et il va falloir que les managers changent eux-mêmes et fassent changer leurs équipes. Double rôle. C'est changement vis-à-vis de soi-même et changement de ses équipes par rapport à cette nouvelle technologie. Oui, il va falloir acculturer les collaborateurs, c'est ce que j'ai fait dans une certaine banque, va falloir les accompagner, les former, communiquer de manière, de manière fréquente et à forte valeur ajoutée. Il va falloir éventuellement leur montrer comment ils vont être assistés et comment eux vont pouvoir améliorer les applications d'intelligence artificielle. Autrement dit, il va falloir manager différemment. Alors, maintenant, effectivement, on en arrive à la conduite du changement. Oui, la seule chose qui est constante, c'est le changement. Et je pense que c'est vrai depuis la nuit des temps, et je pense que ça va l'être pour les quelques vingtaines, trentaines d'années qui vont arriver. Oui, comme disait Darwin, contesté bien évidemment, mais n'empêche que je suis assez d'accord sur le fait que ce n'est pas les espèces qui survivent, ne sont pas les espèces les plus fortes, les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. C'est vraiment le leitmotiv, c'est l'adaptation. Et puis, c'est, comme le disait Elio Vittorini, la culture et la force humaine qui découvrent dans le monde les exigences d'un changement et lui en fait prendre conscience. La prise de conscience, l'adaptation et le fait d'avoir la volonté de changer, en bien évidemment, eh bien, ce sont vraiment les bases de l'accompagnement au changement. D'autant plus que Machiavel, il disait, oui, il n'y a rien de plus difficile à réaliser, ni de plus enclin à l'échec, ni rien de plus dangereux à gérer que d'introduire un nouvel ordre des choses. Je peux vous assurer que dans la transformation digitale, c'est tout à fait le cas. C'est difficile à réaliser, c'est enclin à l'échec et c'est dangereux à gérer d'un point de vue personnel pour des collaborateurs. Bon, là où je suis un peu moins d'accord, c'est sur le fait que les gens n'ont pas forcément, ceux qui n'ont pas intérêt à changer ne changent pas et ceux qui ont intérêt à changer, ils se font discrets,
Non, pas forcément. En tout cas, l'accompagnement au changement, il est là pour les mettre en avant, ceux qui peuvent être des supporters au changement. Bon, mais ça, c'est tout un thème à traiter. Bon, et tout le monde le sait, hein, tout le monde est d'accord pour le changement, enfin, tout le monde souhaite le changement. Par contre, prendre le lead, comme il est dit, sur ces projets-là, là, ça devient difficile. Et puis, je vous dis, hein, c'est extrêmement, extrêmement périlleux, hein, de vouloir être des responsables du changement. D'autant plus qu'un changement, c'est quoi? C'est une rupture. C'est une rupture avec le mode de fonctionnement passé. Ce n'est pas une évolution forcément. C'est une rupture et qui nécessite de faire des efforts d'adaptation. En réalité, ça reste entre nous, hein, ce n'est pas des efforts d'adaptation. En fin de compte, cette rupture avec le passé, c'est tout simplement de la souffrance. Mais ça reste entre nous. Hein. C'est le fait de passer de sa zone de confort, on va le voir, à une autre zone, ça engendre de la peur et ça engendre de la souffrance. L'accompagnement au changement est là pour gérer tout ça. Allez, je passe sur ce sujet. Voilà, c'est là où je veux en arriver. C'est ce passage d'une zone de confort dans laquelle nous sommes plus ou moins tous et passage vers une zone d'incertitude. On ne sait pas sur les aspects process, organisation, RH, technologique, on n'a aucune espèce d'idée de là où on va aller. À aujourd'hui, on a de vagues ressentis, des intuitions, mais en réalité, on ne sait pas vraiment vers où nous mène, par exemple, des applications comme basées sur l'intelligence artificielle. Et donc, comment fait-on pour faire en sorte que les gens passent d'une zone de confort aujourd'hui à cette zone d'incertitude? D'abord, tout le monde flippe. Hein. Je suis désolé, mais tout le monde flippe. Même les dirigeants flippent à mort. Parce que l'incertitude, quel que soit son niveau hiérarchique, ça fait flipper. Et j'insiste, ça fait flipper tout le monde. Et il va falloir traiter tout ça. Et par quoi? Par le fait de rentrer dans une zone d'apprentissage, de faire de la communication comme il se doit, mais de la communication intelligente, pas de la communication langue de bois. Ça, les gens le rejettent totalement aujourd'hui, dans la grande majorité des cas. Ça nécessite de l'accompagnement. Ça nécessite de montrer les intérêts, les avantages, à titre personnel, à titre collectif, que l'on a intérêt à changer de zone et d'aller vers une zone plus ou moins d'incertitude. Le problème, c'est qu'aller demander à des dizaines, centaines de personnes au sein de l'entreprise de passer d'une zone de confort à une zone d'incertitude. D'autant plus, et là c'est un facteur aggravant, il faut le prendre en compte, il faut être réaliste dans cette approche, les choses changent à une vitesse, et je pense que vous l'admettrez tous, à une vitesse que qu'un être humain n'a jamais connue jusqu'à présent. Non seulement les transformations vont vite, mais elles s'accélèrent. C'est magnifique à vivre, mais pour certains, justement, c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux parce qu'on risque de laisser sur le bas-côté de la route, comme vous voyez le nounours, là, le pauvre nounours, on risque de laisser énormément de gens sur le bas-côté de la route. Et puis, d'autre part, il y a ce fameux... Alors, ce n'est pas un conflit intergénérationnel, c'est une rupture intergénérationnelle. Ceci dit, vous savez, moi je connais des gens qui à 80 ans savent parfaitement utiliser Facebook ou leur messagerie. Hein. Donc il ne faut pas avoir non plus des clichés en tête. Mais en tout cas, la grande majorité des gens ont cette difficulté au fur et à mesure que le temps passe. Et puis la nouvelle génération, il faut l'éduquer. Alors attention, là aussi,
Il faut prendre un petit peu de recul, je suis d'accord. Faut pas. Est-ce que le fait de les familiariser avec ces nouvelles technologies va améliorer grandement leur, leur vie? C'est pas évident. Là encore, il faut se poser les bonnes questions ensemble. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que les changements sont extrêmement risqués. Extrêmement risqués. C'est pour ça que tout le monde flippe. C'est pour ça que tout le monde a peur. Et pourtant, il faut avancer. Et moi, je vous propose d'utiliser comme stratégie la stratégie du montagnard. Vous pouvez avoir des ambitions extraordinairement grandes. Eh bien, les choses doivent se faire petit à petit et à taille humaine. Autrement dit, stratégie du montagnard, ça veut dire qu'on élabore des camps de base entre la vallée et le sommet de la montagne, et on y va petit à petit. En tout cas, on aménage des zones où les gens peuvent souffler et peuvent réfléchir à ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont déjà fait et ce qu'il reste à faire. Et ça, c'est vraiment une technique très, très importante. Notamment, oui, bien sûr, l'accompagnement, ça nécessite un accompagnement, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on en reste à des plans de formation, à des plans de communication. Oui, mais ça ne suffit pas. Il faut faire des formations et faire de la communication qui permettent justement de gravir tous ces camps de base pour arriver au sommet. Et aujourd'hui, force est de constater que les formations nécessitent d'être un petit peu plus opérationnelles, un petit peu plus sympathiques, voire éventuellement ludiques. Et encore, ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Bien. Et puis on nomme responsable du changement un chef de projet qui a improvisé change manager, et il n'a pas forcément les relais, il n'a pas forcément les supporters avec lui au sein de l'entreprise. Donc là aussi, on peut très bien être le leader du change management, comme on dit, mais se retourner et être tout seul. Oui, mais là, ça ne va pas. Et puis, ça génère des résistances qui sont des fois provoquées par des maladresses à tous les niveaux. Des résistances provoquées par un manque d'explication, un manque de vision, un manque de sens. Et la nouvelle génération, c'est ce qu'elle attend. C'est de la vision, du sens à ce que fait l'entreprise. Bon, et puis, quand on parle d'accompagnement au changement, on est plutôt dans les interventions en mode pompier. C'est quand on s'aperçoit qu'il y a le feu qu'on commence à faire appel aux pompiers. Je dirais c'est trop tard. Quand il y a le feu, oui, bon, allez, il faut faire appel aux pompiers, mais c'est trop tard pour construire une autre maison. Donc là aussi, il faut s'y prendre un pas à l'avance. Donc il faut mettre en place, vous voyez, deux types de projets. On va dire le projet organisationnel et technologique, et puis il y a le projet de transition personnelle. Et ces deux projets doivent cohabiter et être en interaction forte pour faire en sorte de passer d'une zone de confort à une zone différente, oui, d'incertitude, d'aléa, mais une autre zone, ça c'est clair. Donc il faut ces deux projets-là. Et du coup, comment on analyse les résistances? Tout simplement, en se rendant compte qu'il y a un certain nombre de phases dans les process d'acceptation d'une nouvelle façon de faire, d'acceptation de ces nouvelles zones de confort. Et ça passe par tout un process, tout un cheminement que chacun fait à sa vitesse et qu'il est nécessaire de respecter pour pouvoir proposer les bons dispositifs de formation, de communication, d'accompagnement, éventuellement pour ceux qui sont en grande souffrance, des cellules d'accompagnement social, etc. Et faire en sorte que la plupart, on va dire la grande majorité des collaborateurs au sein d'une entreprise qui met en place ce genre de technique puissent avancer
plus ou moins à leur rythme, parce qu'il y a le business, et le business n'attend pas, il faut être réaliste, eh bien, il faut faire en sorte que la plupart des collaborateurs, même si il serait souhaitable de personnaliser cet avancement, eh bien, il faut quand même arriver à adapter les dispositifs d'accompagnement au changement au fur et à mesure que chacun vit cette courbe que vous voyez là, cette courbe émotionnelle par rapport aux différentes étapes qu'une personne peut vivre quand elle doit changer. Alors, c'est ce qu'on étudie dans les formations et vraiment, on met l'accent sur ces différentes étapes et ces différents dispositifs qui peuvent être utilisés. En tout cas, je suis pas forcément un jusqu'au-boutiste de l'accompagnement au changement. Il y a grosso modo 3 chemins. Il y a le chemin où on fait tout du sol au plafond pour bien accompagner les gens. Il y a un chemin où on ne fait strictement rien. On laisse les gens se débrouiller et on compte sur leur faculté à changer pour mener les changements. Et puis, en général, il y a un troisième chemin intermédiaire qui n'est pas celui où on fait tout ou celui où on fait rien, mais celui où on adapte les choses et on essaye de minimiser les risques de résistance ou minimiser le nombre de personnes qui resteraient sur le carreau. En tout cas, c'est clair que les dirigeants doivent se poser la question, bien comprendre les changements, donner du sens aux changements, savoir motiver les gens, savoir se motiver soi-même aussi, voir l'organisation qui peut être mise en place et la proposer. Je crois énormément en l'intelligence collective qui peut faire des miracles au sein d'une entreprise. Il faut savoir faire accepter des projets et des fois faire accepter des projets pour lesquels les gens ne sont pas d'accord. Faire en sorte que les collaborateurs soient impliqués, ça c'est essentiel, tout en maîtrisant les coûts d'un projet d'accompagnement au changement. Il doit être rentable et puis faire en sorte de ne pas tomber dans les pièges comme la mémoire des projets réussis ou qui ont échoué, et puis faire en sorte que pendant les travaux, la vente continue, faire en sorte que le fonctionnement de l'entreprise ne connaisse pas des déboires et des pertes de chiffre d'affaires ou des choses comme ça, dues au fait que les gens soient démotivés et peur, etc. Donc, il faut aussi prendre en compte cet aspect-là. Donc, la dimension du manager, il est le relais de l'accompagnement au changement. Et il faut qu'il apprenne à parler aux gens, il faut qu'il apprenne à communiquer, il faut qu'il apprenne à faire du coaching, parce que c'est plutôt ça va être plutôt son rôle, du coaching pour faire changer, sachant qu'il doit aussi se changer, je vous rappelle, et parler aux gens avec sincérité et humanité, et ça c'est ce qui est demandé essentiellement au manager. Et il doit savoir s'entourer au sein de l'entreprise des gens qui sont susceptibles de l'aider dans ce sens-là, y compris les dirigeants de l'entreprise. Il n'y a pas que les managers. Les dirigeants ont un rôle essentiel dans l'accompagnement au changement. Mais je vous dis, tout le monde flippe. Tout le monde au sein d'une entreprise. Donc déjà, il faut mener un certain nombre de choses pour faire en sorte que ça se passe bien à tous les niveaux. Bon. Patrick, il est déjà 12h18. Donc, il faudrait peut-être accélérer un tout petit peu pour qu'on ait un temps de questions-réponses. Je remercie ceux qui en ont déjà posé. Oui, allez, dernière slide. Tout projet d'accompagnement commence par donner du sens, faire des analyses d'impact, identifier les acteurs qui ont des soucis par rapport à ça, donner des rôles et des responsabilités à un maximum de gens, mettre en place les bons dispositifs d'accompagnement au changement entre la com, la formation, l'accompagnement de proximité et plein de dispositifs. Et il faut savoir piloter. Il faut savoir piloter ce genre de projet.
et ce n'est pas les indicateurs de pilotage d'un projet, hein, sur les coûts, les délais et la qualité. Hein. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit des indicateurs de changement humain à mettre en place pour adapter les dispositifs au fur et à mesure. Allez, je m'arrêterai là et je laisse la place aux questions. Bien. Alors, en attendant que, merci Gaëtan d'avoir posé des questions. En attendant vos questions là sur le chat, moi, il me paraît un point important, c'est que vous puissiez également exprimer quels sont les projets sur lesquels vous travaillez actuellement en termes de transformation du changement, pour que nous, on puisse vous accompagner globalement. Et vous voyez au milieu, au centre de l'écran, vous pouvez cliquer pour prendre rendez-vous avec nous, pour échanger sur vos projets et avancer ensemble et voir dans quelle mesure nous pouvons vous accompagner. Hein, donc, il nous reste à peu près 10 minutes. Donc, je vous remercie beaucoup de poser vos questions et de poser vos problématiques actuelles. Hein, plus on les pose sur le papier, plus on rentre dans le détail et mieux c'est pour nous, pour vous aider derrière. Alors, les questions. Jusqu'à ce jour, les machines nous donnent des ordres. Alors, qu'en est-il? Il faut cliquer sur ça. J'espère que Céline a pu entendre. Il faut que l'industrie, dans sa généralité, cesse d'enfermer les salariés dans des cases et apprenne à accompagner les salariés dans leur mutation de poste en les formant pour éviter des pertes d'emploi. Bon, ça, le problème, c'est justement la gouvernance verticale. On a Julien qui nous demande comment la fameuse voiture autonome va choisir entre plonger dans le ravin en condamnant les passagers ou renverser le gamin avec son ballon qui traverse. Mais moi, en écoutant ça, je dirais, moi, ça m'est arrivé une fois dans une vie, il y a très longtemps, où on était dans une ruelle et il y a un gamin qui est passé, et même là, on a puis heureusement, c'est pas moi qui conduisais, mais le conducteur a pilé net, mais on ne peut pas tout prévoir non plus, je pense. Alors, le risque zéro n'existe pas. Non, bien sûr que non. Alors, allez-y, vas-y Patrick. Je vais remonter dans l'ordre inverse des questions. Existe-t-il une tactique idéale pour embarquer les résistants au changement? Oui. Alors, je suis désolé, mais il va falloir que je développe un peu plus. Je vais être très synthétique. Oui, en général, les résistants sont dans une période de deuil et il faut les écouter. Il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est faire en sorte de les écouter et leur laisser du temps pour mûrir et sortir de leur zone de deuil. Et à un moment donné, d'ailleurs, les résistants sont dans une phase de deuil. Et à un moment donné, eh bien, il faut leur donner le petit coup de pouce qui va bien pour qu'ils se relancent. Et donc, c'est toute une tactique, hein, mais ça c'est extrêmement délicat. C'est exactement ce qu'aujourd'hui, on fait exactement l'inverse. Hein. On essaye de motiver les gens qui sont dans une période de deuil et qui sont dans leur bulle et qui ne vous écoutent pas. Par contre, ils ont besoin d'être écoutés. Comment la fameuse voiture autonome va choisir? Alors, le zéro risque, ça n'existe pas. Je suis entièrement d'accord, Stéphane. Ceci dit, il y a énormément... pourquoi demander à une voiture autonome d'être 1000 fois meilleure qu'un être humain? C'est une question à se poser. Deuxièmement, je pense qu'au fur et à mesure, les choses... il y a plein de laboratoires, il y a plein de compagnies... Des entreprises de construction automobile qui travaillent sur ces sujets matin, midi et soir. Et je fais confiance en l'être humain pour trouver des solutions, hein, ça c'est sûr. Ensuite, oui, le problème, c'est justement la gouvernance verticale, entièrement d'accord. Mais non, c'est pas tellement la gouvernance verticale, c'est que les gens ne s'écoutent plus et ne se font plus confiance au niveau hiérarchique. Il y a, dans la plupart des entreprises aujourd'hui, il y a une rupture de l'écoute et de la confiance. Et pour quelle raison? On est dans un système de défiance où les gens il y a tellement eu d'erreurs commises, il y a tellement eu de mauvaise écoute, le système ne va pas. Mais c'est en France, hein, parce que
Ailleurs, dans d'autres pays, ça ne fonctionne pas comme ça. Les gens s'écoutent. Hein. Regardez juste le système allemand, hein, le système syndical allemand, ils s'écoutent, quoi. Ils essayent de construire ensemble. Ils n'ont pas forcément les mêmes avis, mais ils essayent de construire ensemble. Ils se font un minimum confiance. Ici, on se fait un maximum défiance. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Malheureusement. Mais donc, oui, oui. Et puis après, il y a les phénomènes de l'entreprise est organisée en silos, et donc ça génère que des guerres entre châteaux forts. Hein. Ça ne fait que ça. Hein. Est-ce que c'est le meilleur système à mettre en place au sein d'une entreprise? Je laisse la réponse à votre sagacité. Il faut que l'industrie, dans sa généralité, cesse d'enfermer les salariés dans des cases et apprennent à accompagner les salariés dans la mutation de leur poste. Alors, ce n'est pas les salariés, c'est les managers et les salariés. Et les dirigeants aussi. Bon, ceci dit, les dirigeants, je vous assure, ce sont des gens extraordinaires. Hein. Pour la plupart, ce sont vraiment des gens extraordinaires. Ils savent très bien gérer des transformations. Sauf qu'ils sont contraints à faire semblant de ne pas faire ce qu'il faudrait faire. Je n'en dis pas plus. Bon, je crois que j'ai traité toutes les remarques. Il y a une question qui vient d'arriver de Céline. Non. Alors, Céline, je ne la vois pas. Oula. Ah oui, dans mon entreprise, nous avons actuellement 2 sites à 50 km l'un de l'autre, 2 heures de trajet entre les 2 sites lors des heures de pointe. Nous projetons de rassembler les employés sur un site à mi-distance pour améliorer le sentiment d'appartenance à l'entreprise, améliorer la collaboration entre les différents services. Ce déménagement a un impact. Alors, sachez que le déménagement, c'est une des sources les plus anxiogènes qui existent. Ce déménagement, ça passe même devant le divorce. Hein. Ce déménagement a un impact sur la rétention du personnel. Comment évaluer le retour sur investissement de ce projet? Eh bien, il faut faire de l'accompagnement au changement et il faut que les gens soient impliqués. Parce que d'habitude, c'est les services généraux qui posent des questions, bien évidemment, aux managers. Et les managers, c'est eux qui décident de la façon dont les gens... qui va être dans quel centre. Enfin, Céline, vous me dites hein, si je me trompe, mais c'est plutôt comme ça, quoi. C'est les managers qui décident à la place des gens. Enfin, j'espère que ce n'est pas comme ça dans votre entreprise. Hein, mais si c'est le cas, c'est clair que ça ne peut pas le faire. C'est clair que les gens ne sont pas des pions, de simples exécutants qu'on mène à la baguette comme ça. C'est terminé ce temps-là, c'est révolu. Ça existe encore, mais dans la grande majorité des cas, les gens ne veulent plus être traités comme des pions. Donc, ne les traitez pas comme des pions. Et vous verrez, ça se passera très, très bien. Il y aura des conflits, bien sûr. Je veux être plutôt là que là, machin. Bien sûr qu'il y aura des conflits. Les dirigeants sont là pour arbitrer, dans un sens comme dans l'autre. Mais à minima, il faut que les gens, la grande majorité des gens, puissent être impliqués dans le process, puissent avoir leur mot à dire. Et vous verrez, le retour sur investissement, il va se faire. Il va se faire. Le retour sur investissement, c'est nombre de personnes parties sur nombre total au début. C'est ça le retour sur investissement. Et la perte avec perte de connaissances. Comment voulez-vous chiffrer la perte de connaissances avec perte de la motivation de ceux qui restent? Comment voulez-vous? Alors aussi, hein, ça peut se mesurer. Hein. Ça peut se mesurer, taux d'absentéisme, climat conflictuel, tout ça, au travers d'enquêtes satisfaction, tout ça, ça se mesure. Mais attention, hein, c'est pas des mathématiques. Non, c'est de l'humain. C'est de l'humain. Alors, c'est Mana, oui, qui a aussi posé une question. Il nous reste 2 minutes. Ah oui, Mana, le projet de conduite de changement doit-il forcément venir des dirigeants? Alors, je continue, après je répondrai. Étant dans un cabinet où j'ai observé plusieurs dysfonctionnements à divers niveaux, comment on fait prendre conscience aux dirigeants d'un changement s'impose?
Alors, les dirigeants doivent impulser les changements et donner une vision et du sens au changement. Après, ce n'est pas eux opérationnellement qui font les changements. Ils passent le relais aux managers. Et c'est eux qui opérationnellement opèrent les changements avec les équipes. Et comme il y a un problème de communication entre les dirigeants, les managers et les gens du terrain et les collaborateurs, eh bien, ça ne marche pas. Donc, première chose, restaurer cet axe de communication du bas vers le haut, du haut vers le bas. Première chose à faire. Deuxième chose, donner des rôles et des responsabilités aux dirigeants, aux managers et aux gens du terrain. Je vous rappelle, les dirigeants doivent impulser, donner du sens, avoir une vision. Maintenant, entre nous, pour avoir coaché un certain nombre de dirigeants, ils ont la trouille. Ils ont la trouille parce que c'est difficile aujourd'hui d'avoir une vision à 3 ans, 5 ans. Vous savez, mesdames, messieurs, ce que vous allez faire dans 3 ans, 5 ans? Eh bien, c'est ce qu'on demande à des dirigeants, c'est d'avoir une vision à 3 ans, 5 ans. Bon, écoutez, vu le contexte, c'est un peu difficile. Donc, c'est la mort dans l'âme qu'on essaye d'avoir une vision à 3 ans, 5 ans. Bon, il est 12h30, on doit rendre l'antenne, comme l'on dit à la télévision. Donc, Patrick, un très, très grand merci pour cette présentation qui est toujours passionnante. En synthèse, c'est l'humain qui est au centre du dispositif. Les prendre, j'ai bien aimé cette notion de pion, ne pas les considérer comme des pions, mais comme des adultes, et que globalement, il y a toujours des cas inverses, mais globalement, les gens ont envie que ça bouge et que ça avance. Je redis juste, je serais vraiment heureux de bien connaître vos projets, dans le cadre du transformation du changement, même des petits projets, puisque là, on peut vous accompagner. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. Vous avez aussi mon adresse mail, c'est sbelliard@adiscos.com. Je serai ravi d'échanger avec vous pour vous aider dans vos réflexions et après, éventuellement, si nécessaire, si besoin, vous proposer des solutions. Avec Patrick, bien évidemment. Voilà, merci à tous. Très bonne fin de matinée, bon déjeuner et bonnes vacances, puisque c'est d'actualité. À bientôt. Au revoir.